On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le nouveau président de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie, Jérémy Letellier, qui est un agriculteur de la région de Saint-Cyprien de Napierville. Il y a plusieurs enjeux. Mais d'abord, parlons au nouveau directeur général de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu, Yves Bisson. Il a succédé à Luc Bazinet. Et on parle de cette aide fort importante pour les banques alimentaires de la région. La Caisse des Jardins du Haut-Richelieu a un nouveau directeur général depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà, qui a pris la succession de Luc Bazinet, qui était là pendant quelques décennies, on pourrait dire. Et Luc Bazinet, d'ailleurs, qui était avec nous dans une toute dernière entrevue au début de l'année 2020. Évidemment, est arrivée la pandémie, ça a probablement bousculé un peu les affaires. Puis là, en plus de ça, Desjardins nous arrive avec quelque chose d'intéressant. Vous savez, en ce moment, que les banques alimentaires ont fait une guignolée, disons, un peu différente, qui n'a pas donné les résultats habituels. Et là, Desjardins a décidé de mettre un peu la main dans sa poche pour les aider, mais avec votre propre contribution. Bref, on va développer sur le sujet avec notre invité Yves Bisson, qui est le directeur général de la Caisse des Jardins du Haut-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, vous êtes en poste officiellement depuis quelle date? Officiellement depuis le 4 mai. Donc, je devais rentrer en poste plus tôt parce que M. Bazinet quittait le 13 mars, donc la journée où est-ce qu'on a annoncé le confinement. Donc, on a décidé de retarder. Il a décidé de retarder son départ et moi, retardé mon arrivée, mais officiellement depuis le 4 mai. Bon. Et je l'ai vécu, moi, personnellement, avec des nouveaux employés où j'ai connu des gens qui ont débuté un nouvel emploi en période de pandémie. C'était quoi pour vous les contraintes? Avez-vous réussi à voir en vrai tous vos employés? Si oui, vous l'avez fait graduellement. Vous avez dû faire quelques Zooms, vous aussi, probablement. Bref, c'est quoi le contexte d'arriver dans un nouveau poste, mais que là, on a des contraintes qui sont liées par la pandémie? Personnellement, c'est très difficile. En arrivant, bien, on est complètement dans le confinement, donc on respecte carrément le déplacement entre centres de service. Donc, il fallait que je montre l'exemple et ne pas être un vecteur de contamination. Je vous dirais que c'est difficile parce que, en date d'aujourd'hui, il y a plusieurs employés que je n'ai pas eu la chance de voir en personne encore. Incroyable, hein? Ouais. J'ai beau faire un Zoom, mais si je fais un Zoom, j'ai 150 personnes en avant de moi, je ne les vois pas toutes à l'écran. Donc, c'est la partie que je trouve la plus difficile. Est-ce que ça amène aussi d'autres contraintes dans votre propre plan de match, au-delà de rencontrer les employés, ce qui est aussi la base quand on arrive dans une organisation, mais dans votre plan de match, dans ce que vous vouliez faire, et là arrive la pandémie, j'imagine qu'il faut s'ajuster, il y a des clients ou des entrepreneurs qui doivent vivre des difficultés, qui doivent cogner à votre porte aussi, bref, est-ce que ça change aussi un peu le plan de match que vous vous étiez peut-être fixé comme début de mandat? Sans doute, sans doute. Hein, les 90 premiers jours sont les plus importants. Donc, dans un contexte de pandémie comme cela, je pense qu'il faut se donner quasiment 6 mois là, pour vraiment faire le tour. Mais j'ai une équipe de gestionnaires incroyable. J'ai une équipe d'employés hors pair qui ont su, à travers la résilience, s'adapter de façon incroyable. Donc, je suis très heureux de pouvoir compter sur une équipe de gestionnaires vraiment bien ancrée avec les employés. Puis, tu sais, c'est mon message que je peux passer à travers eux et eux à travers leurs équipes. Donc, pour moi, là, c'est un privilège de pouvoir compter sur une équipe comme celle-là pour permettre, mais l'intégration est complètement différente. C'est plus difficile. De quelle façon on a réussi à aider les clients, autant les particuliers que les entrepreneurs? Certains ont vécu des croissances de leurs entreprises, mais dans d'autres cas, des fermetures temporaires, des pertes d'emplois. Donc, parfois des reports d'hypothèques. C'était quoi le contexte Desjardins, d'ailleurs, a été la première institution financière à annoncer des allègements pour l'ensemble de nos membres, donc à la fois pour les détenteurs de cartes de crédit, prêts automobiles, prêts hypothécaires, donc des moratoires de paiement sur les prêts hypothécaires de 6 mois. Même chose pour les entreprises. Il y a eu des moratoires de paiement pour leurs prêts entreprises. On s'est associé pleinement avec le gouvernement pour toutes les missions là, du fameux 40 000 pour soutenir les entreprises là, qui avaient connu une décroissance importante de leurs ventes. Mais je pense aussi qu'au-delà de tout ça, c'était le contact qu'on pouvait établir avec nos membres puis notre proximité qui faisait la différence. On prenait le temps de parler à nos membres pour voir comment ça allait puis qu'est-ce qu'on pouvait faire pour eux. Donc, on a eu des moratoires importants. Là, c'est 6 mois, c'est quand même substantiel. Puis ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Puis je peux vous dire que ceux qui ne l'ont pas pris au mois de mars
peuvent le prendre là. Donc, on est encore des fois en mode de dire, regardez, vous ne l'avez pas eu, votre 6 mois, on va vous l'accorder. Bon, parlez-nous de vous un peu, parce que, bon, oui, Luc Bazinet était là pendant quelques décennies. Évidemment, le mouvement Desjardins aussi, ça fait en sorte que le DG d'une caisse, dans un milieu, dans une communauté, bien, il devient un peu une personnalité parce qu'il est impliqué, parce qu'on le voit, parce qu'il y a une mission sociale aussi derrière ça. Quel était votre parcours avant d'arriver ici, dans la région du Richelieu? Moi, je suis dans Desjardins depuis, je suis chez Desjardins depuis 1996. Je suis gestionnaire depuis 2000 et directeur général depuis 2006. J'ai eu le privilège de faire plusieurs mandats dans différentes caisses. Donc, j'ai passé les 17 premières années chez Desjardins en Ontario, donc au niveau des caisses populaires de l'Ontario. Et tout récemment, en 2013, directeur général sur la Rive-Sud, ici, pas loin d'ici, à Saint-Constant, la région de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Delcine, Candiac. Le Roussillon, exactement. Donc, c'est ça. Donc, c'était certain, à 26 ans, M. Bazinet, c'est 26 ans là, avec l'ensemble des regroupements qu'il y a eu au niveau de la caisse. Mais 26 ans à la même caisse, pour moi, je trouve que c'est un honneur pour une personne d'avoir passé 26 ans dans une communauté. Donc, c'est des belles chaussures à remplacer. En quoi le mandat pour vous était intéressant? Vous auriez pu probablement rester dans le Roussillon comme vous étiez, mais c'était quoi pour vous l'enjeu de dire, ben, j'ai besoin d'un autre défi, ou peut-être qu'on souhaite m'accorder un nouveau défi? Pourquoi venir ici? Il y avait le défi, hein, c'est certain qu'il y avait le défi. C'est une case qui est plus grosse, mais j'habite là au Richelieu. Donc, j'habite Venise en Québec. Je magasinais sur le territoire de Saint-Jean. Donc, en étant résident de la place, pour moi, c'était une belle façon de poursuivre ma carrière dans ma communauté. Donc, c'est un peu le rapprochement, puis peut-être l'ancrage à ma communauté qui m'attirait dans le changement que j'ai fait. Je parlais tantôt de mission sociale ou d'implication communautaire, puis on le voit aussi dans différents programmes dont on a parlé ici occasionnellement pour aider les organismes du milieu et tout ça. Et là, on arrive à une période de l'année où, oui, c'est la guignolée des médias, à laquelle, normalement, les médias de la région aussi participent. Sauf que là, cette année, sur le territoire, on a 4 banques alimentaires. Bon, on a Saint-Luc qui a décidé de faire un peu comme d'habitude, mais autant Iberville, Saint-Jean que le secteur l'Acadie ont décidé de faire un truc où les gens devaient aller porter la nourriture, faire les dons, mais c'est pas comme sollicité, fait que forcément, les résultats ne seront pas les mêmes. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel Desjardins a décidé de s'impliquer pour dire aux gens, écoutez, d'ici au 24 décembre, si vous allez sur le fameux site commanderlocal.ca/données locales, on va donner de l'argent, mais là, Desjardins va doubler la somme jusqu'à concurrence de 10 000. Expliquez-nous un peu comment c'est arrivé, ça, ce projet-là. Bien, dans un premier temps, ça a toujours été important pour moi de soutenir les banques alimentaires. Puis j'ai eu le privilège cet été d'avoir présenté un don à la Saint-Vincent-de-Paul, puis je voyais que le besoin était criant. Hein? On le voit, puis c'est incroyable ce que les bénévoles font là, pour notre communauté. Donc, dans un premier temps, on s'était dit, bien, j'avais parlé avec mon équipe de communication. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, en même temps, Desjardins a sorti la grande campagne Je donne, un petit peu en lien, un petit peu similaire avec ce qu'on avait fait avec la ruche cet été pour les organismes, etc. Donc, on y est arrivé trop tard. L'engouement était tellement important que les demandes ont été vite, que le million a été engagé. Donc, on s'est dit, bien, on peut peut-être le faire localement. Et ça a été facile, hein? Déjà, la Chambre de commerce, le Journal Le Canada français avait déjà instigé des choses. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, bien, regarde, pourquoi pas faire quelque chose de différent cette année, puis s'associer à cet événement-là, qui était d'encourager les gens à donner. Et Desjardins va appuyer jusqu'à concurrence de 10 000 les dons. Donc, c'était une belle occasion de pouvoir contribuer. Bon, donc, il faut l'expliquer aux gens, puis un peu comme on l'a fait dans les entrevues précédentes, autant avec Fernand Croisetière de Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean que Michel Milot, qui est le président d'honneur de la Guignolée cette année. Normalement, les gens, ils se font solliciter. Tu sais, c'est facile, on cogne à ta porte, on dit « Hey, as-tu un 20$, un 50$? Ah, oui, OK, je te le donne tout de suite. » Là, il faut que les gens fassent l'inverse. Si on se dit, dans les années passées, on a toujours aidé, bien, il faut continuer d'aider. Sauf que là, au lieu qu'on vienne cogner à votre porte, c'est vous qui devez faire le geste d'aller, exemple, sur commanderlocal.ca/données locales. Posez le geste, faites votre don, carte de crédit, tout ça. Mais là, l'important, c'est de dire, bien, si vous donnez, je ne sais pas moi, 25$, bien, il y a un 25$ de plus qui va être ajouté par Desjardins. Donc, dans le fond, c'est comme si on donnait 50$. Fait que c'est ça l'idée, c'est de dire, continuez à donner.
Faites le chemin inverse pour donner, mais ultimement, il y a Desjardins qui va faire sa part aussi puis qui va en donner plus, donc au bénéfice des banques alimentaires. Puis oui, les gens ont donné de la nourriture comme on le fait, le fameux non périssable, mais le gros besoin des banques alimentaires cette année, c'est d'avoir de l'argent pour acheter des cartes d'épicerie. Puis quand vous parliez tantôt de besoin des banques alimentaires, surtout dans le contexte actuel, un besoin, là, il y a des milliers de personnes qui malheureusement dépendent de ça. Oui, puis ce qui fait la différence, en étant coopérative, on est dans le milieu, on est ancré dans notre communauté, puis c'est souvent nos voisins, nos amis. Je pense qu'il est important, le besoin est criant, puis les gens ont absolument besoin d'un coup de main. Puis tout ça, là, c'est grâce aux membres. Hein. C'est une partie de leur ristourne qu'ils ont mis dans le Fonds d'aide au développement du milieu. Et puis, on nous demande quand on les consulte de continuer à supporter la communauté, les gens vulnérables, etc. Donc, c'est un beau geste que, oui, la Caisse du Richelieu est très impliquée dans son mouvement, mais c'est un beau geste de la part de nos membres de nous donner cet engagement-là, de nous permettre de faire cet engagement-là auprès de la communauté. Je pense que c'est... Puis je crois que je regarde juste un petit peu avec ce qui s'est passé à cet été avec la ruche, puis ce qui va se passer avec Soyez local, puis Commander local, puis les cartes cadeaux, etc. Donc, je pense que la communauté est sensible aux besoins, puis va contribuer là, activement. Donc, on le répète, jusqu'au 24 décembre, commanderlocal.ca/données locales, vous faites votre don et Desjardins va le doubler jusqu'à concurrence de 10 000 $ au bénéfice des 4 banques alimentaires de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un peu une guignolée des médias virtuels avec le Canada français, Boom et la télé du Richelieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire là, dans les prochaines semaines et les prochains mois? Vous avez dit tantôt qu'il vous reste encore quelques employés à voir, quoique là, le contexte n'est pas encore... favorable, disons, au rapprochement, là, en tout cas pour quelques semaines, quelques mois. Mais bon, je vais répondre à votre question, mais si vous me permettez peut-être de juste rajouter quelque chose par rapport à la guignolée. Bien, vous savez que la Caisse du Richelieu a un grand territoire. Ouais. Donc, pour nos gens du Sud, le secteur... vous allez l'étendre aussi? On va faire une contribution directement à l'organisme qui s'occupe de toute la région du Sud du territoire. Donc, nonobstant du 10 000, on va rajouter un montant pour cette partie-là, parce qu'ils ne participent pas au processus là, des 5 organismes. Donc, le secteur d'Henryville, Sabrevois, Saint-Sébastien, Venise-en-Québec, soyez rassurés qu'on s'occupe de vous aussi. Donc, oui, prochaine étape, je pense que l'événement qu'on a fait avec notre comité Brigade Bonheur va me permettre de rencontrer pas mal plus de monde. Là. Donc, on a décidé, nous, cette année, d'innover pour notre party de Noël qui n'aura pas lieu de façon présentielle. Donc, on a décidé, nous aussi, avec le groupe d'employés, de commander local. Donc, on va commander au-dessus de 150 boîtes de notre fameux souper de Noël des cabanes à sucre. Donc, le souper traditionnel. Donc, là, la prochaine étape, dans les prochains jours, ça va être la distribution. Oui, c'est d'autres défis. Oui, en effet. Donc, ça va me permettre de rencontrer ceux que je n'ai pas rencontrés, parce qu'ils vont venir le chercher. Donc, mettre fin à une année qui a été difficile. Puis j'entrevois beaucoup l'année 2021 avec beaucoup plus d'optimisme. Puis bien hâte de rencontrer la communauté plus en oui, quand il y aura des événements, des galas, des 5 à 7, des réceptions, du réseautage. Mais là, disons que c'est un peu plus difficile. Mais oui, la lumière s'en vient. Là. La lumière s'en vient. On la voit. Le vaccin arrive. Donc, moi, je pense que l'été prochain, on devrait être en meilleure position. Yves Bisson, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci à vous. Reste avec nous. Au retour, on reçoit le nouveau président de l'UPA de la Montérégie, Jérémy Letellier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, les gens ne croiront pas, mais 100% NASCAR. Camionnette NASCAR avec la sensation québécoise Raphaël Lessard. Ne manquez pas ça. Il tourne ça à droite des fois, lui. Pas sûr.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. L'UPA de la Montérégie, l'Union des producteurs agricoles du Québec, secteur Montérégie, a maintenant un nouveau président depuis quelques semaines déjà. Il s'agit de Jérémy Letellier. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Félicitations. Bonjour, merci beaucoup. Ça fait quand même quelques années que vous étiez impliqué au sein de l'UPA. Bien, ça fait 17 ans que je m'implique au sein de l'Union. Ça faisait 8 ans que j'étais premier vice-président de la Fédération. Fait que dans le fond, oui, il y a un changement au niveau de la présidence, mais pour le reste, les dossiers, je les connais bien. Puis je pense qu'il n'y aura pas de changement au niveau des orientations de la Fédération. Quelle est l'importance pour un agriculteur de s'impliquer activement auprès de son union, de sa fédération un peu? Bien, c'est vraiment important au niveau de la base. C'est quand on veut aller chercher du feedback, quand on veut vraiment savoir c'est quoi les priorités des producteurs, il faut qu'ils nous le disent. On ne peut pas les deviner. Des fois, on va travailler sur des dossiers. On juge qu'ils sont très importants parce que c'est des demandes qui peuvent dater de 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis on passe peut-être à côté de l'essentiel des fois. Fait que quand il y a des nouvelles préoccupations qui apparaissent, il faut absolument que les producteurs s'impliquent puis nous en fassent part pour que ça monte dans la structure puis qu'on puisse régler ces dossiers-là. Bon, initialement, vous êtes un agriculteur qui nous vient de Saint-Cyprien-de-Napierville, principalement connu pour des grandes cultures. Expliquez-nous un peu votre feuille de route en tant qu'agriculteur. Bien, dans le fond, moi et mon frère, on reprend la ferme de nos parents. Mon père est parti de rien. Mon père est quelqu'un qui a travaillé vraiment fort dans sa vie, il est parti de rien. Aujourd'hui, notre ferme, on cultive 750 hectares en maïs, en soya de semence et en blé de semence. Mon père a monté ça avec ma mère depuis son tout jeune âge. Ma mère est décédée en 2012, donc depuis ce temps-là, bien, on est rendu 3 actionnaires dans l'entreprise, mon père, mon frère et moi. C'est quoi les transformations que vous avez vues au fil du temps? Parce que même, j'en parlais des fois avec votre prédécesseur, Christian Saint-Jacques, parlait de la relève, l'implication des femmes. Souvent, les successions ne sont pas toujours faciles parce qu'aujourd'hui, se sont rendues de méga entreprises. Vous-même, vous avez évolué dans ce milieu-là de par votre père puis vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous constatez des 25 dernières années sur la transformation du monde agricole? Bien, il y a eu une énorme évolution technologique. Moi dans le secteur des grains, on le voit surtout par l'équipement qu'on a besoin, la machinerie qui est requise pour exploiter une ferme. Cette machine-là est rendue tellement poussée puis elle coûte tellement cher que ça nécessite beaucoup de capitaux. Donc, ça prend une entreprise d'une certaine taille pour pouvoir absorber le coût de ces machineries-là. Ce qui fait que on est en train d'avoir une agriculture qui est en train de se séparer un peu en 2 segments, que je voudrais dire. Des petites entreprises qui vont plutôt faire de la vente au direct chez les producteurs, ou des plus grosses entreprises qui sont en mesure justement de pouvoir se payer ces équipements-là qui sont dispendieux. Puis il y a une certaine taille de ferme qu'on pouvait presque considérer comme une ferme traditionnelle avant, la ferme de 30-40 vaches, 300-400 arpents, qui devient de plus en plus difficile à transférer parce qu'elle ne génère pas toujours assez de revenus à la fois pour les parents puis pour la relève. Donc, on voit vraiment qu'il est en train de se prendre 2 chemins actuellement. Donc, c'est ou bien tu es tout petit puis artisanal, ou bien tu es de type plutôt grosse entreprise quasi-industrielle. Je ne veux pas généraliser parce qu'il demeure que si la ferme n'est pas trop endettée, si elle est capable de générer, si elle est productive, si elle est vraiment efficace, elle peut se transférer quand même. Mais c'est un défi qui est là parce que l'équipement, un tracteur maintenant en bas de 100 000 $, c'est un tout petit tracteur. Donc, si tu veux te le payer, il faut que tu sois en mesure d'être capable de faire les paiements. Mais dans le fond, c'est comme si on dit, c'est comme s'il n'y avait plus de classe moyenne en agriculture, c'est ça? C'est comme si ou bien tu es petit ou bien tu es gros, mais entre deux, là, il n'en reste plus beaucoup. Il va y avoir une redéfinition de la classe moyenne. On parle toujours du concept de ferme familiale. C'est très difficile à définir parce qu'il y a toutes sortes de fermes, sont toutes familiales. Chez nous, c'est familial. Ça ne peut pas être plus familial que ça. C'est mon frère, mon père puis moi. Mais il demeure qu'on a quand même 2000 arpents. C'est pas petit, là. Comment on peut, dans ce contexte-là, le vôtre et probablement ceux de tous vos collègues au Québec et particulièrement en Montérégie, s'assurer que la relève a de l'espace pour justement assumer cette relève-là des entreprises familiales? Bien, c'est un gros défi. Le défi de l'accès aux terres, il est là, il est important. Puis en Montérégie particulièrement, c'est difficile parce que le prix des terres est extrêmement élevé. En même temps, il y a beaucoup de gens qui disent on devrait être en mesure de morceler des terres pour pouvoir distribuer des plus petits lopins pour des producteurs de la relève. Puis on est pour ça, mais en même temps, ça ne peut pas se faire n'importe comment parce qu'il y a un danger à morceler des terres. À un moment donné, si on les morcelle trop sans cahier de conditions, ce qu'on a déjà vu par le passé, c'est qu'il va se faire des petits lopins de terre, il va se faire une maison là-dessus. L'agriculture va être abandonnée, puis on va avoir perdu ce territoire-là. Fait qu'il faut être prudent là-dedans, mais c'est un défi de tous les instants. Bon, pour ce qui est de la relève, justement, aujourd'hui, on voit bien que ça prend, disons, un minimum d'études, dans certains cas, souvent même des études collégiales. Mais au-delà du volet pédagogique de la chose, il y a aussi l'enjeu financier. Autrement dit, il y a un jeune qui veut prendre la relève de la terre de ses parents,
de l'entreprise de ses parents, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher du financement? Oui, c'est effectivement ça aussi, c'est un énorme défi. Il y a des programmes qui sont en place. Je ne suis pas certain qu'ils sont tout le temps adaptés. Si on parle à la subvention au démarrage des entreprises, pour ceux qui graduent, par exemple, d'un programme de technologie agricole, on parle de 50 000 $. C'est pas négligeable, c'est quand même une somme importante. Mais pour démarrer une entreprise, c'est clair que c'est pas assez. Fait que là, après ça, on parle de conditions de financement. Y a-t-il moyen d'avoir des congés de capitaux? Est-ce que le gouvernement, via la financière agricole, pourrait mettre en place des conditions pour favoriser l'accès à cette relève-là qui n'est pas déjà sur une ferme? La question se pose. Bon. Et la place des femmes aussi, on parlait de la relève, mais la place des femmes. Bon, je regarde ici localement, on a eu pendant quelque temps Audrey Bogmans, qui était présidente de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, puis elle-même agricultrice, puis assez jeune aussi. Donc, c'est intéressant de voir une jeune femme qui s'implique, puis même au-delà de l'agriculture dans sa communauté. Mais il n'y a pas encore énormément de femmes en agriculture. Il y en a plus qu'il y en avait, mais il n'y en a pas encore beaucoup. Il y en a, mais c'est souvent traditionnellement, si on regarde, par exemple, qui était propriétaire de l'entreprise, c'était l'homme. Même si la femme était plus qu'importante, était essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise. Chez nous, ce n'était un bon exemple. La ferme, c'était la ferme de mon père, sauf que ma mère s'assurait toute la comptabilité. Elle faisait la mise en marché. Elle travaillait autant que mon père. En plus, elle assumait toute l'organisation de la vie familiale, mais ce n'était pas reconnu. Puis effectivement, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Puis il faut qu'il s'opère rapidement parce que je pense qu'il faut que l'agriculture reflète ce qui se passe ailleurs dans la société. Puis c'est même un défi au niveau de notre union. Je pense que ce serait vraiment important qu'il y ait plus de femmes qui acceptent à des postes décisionnels pour refléter beaucoup mieux, en fait, ce qui se passe dans la société actuelle. J'ai cru comprendre également que vous voulez faire davantage de place aux anglophones, parce qu'il y a des anglos, forcément, sur une partie, surtout la partie sud du territoire. Puis il y a des raisons historiques à ça aussi. Est-ce que les anglophones sont bien représentés au sein de l'UPA Montérégie? Est-ce qu'on leur fait suffisamment de place? Est-ce qu'eux-mêmes veulent prendre cette place-là? Bien, c'était un des défis énormes qu'on avait lorsqu'on a fait la fusion des deux fédérations. Les anciennes fédérations de Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-les-Filles sont devenues la Fédération de la Montérégie en 2012. Et puis, il y a des producteurs anglophones qui ne se sont pas nécessairement retrouvés dans ce projet-là. Parce qu'avant, il y avait un syndicat des producteurs anglophones. Vu qu'on faisait une réorganisation sur une base territoriale, bien, il a fallu changer les façons de faire. C'est pour ça qu'on a mis sur pied un comité des producteurs anglophones. Et puis, depuis ce temps-là, je dirais que ça va bien. On organise vraiment des belles activités pour les producteurs anglophones. On cherche toutes les façons de pouvoir les informer le plus possible. Puis, on veut favoriser leur participation. Bon. Où on en est par rapport à l'enjeu de la taxation foncière? Et ça, même, on l'a vécu, nous, ici, dans le secteur de Saint-Jean. Puis, à un moment donné, tu peux pas majorer les taxes ou faire en sorte que, tu sais, je sais pas moi, il y a un rang, puis il y a deux propriétaires riverains, puis c'est eux autres qui vont payer l'asphalte tout le long. Ça n'a aucun sens, là. Puis, on en est où par rapport à l'enjeu, qui est un enjeu municipal, mais agricole également, sur les crédits ou les taxes foncières? Bien, nous, ce qu'on revendiquait depuis des années, c'est que le territoire agricole ne pouvait pas être considéré comme une catégorie d'immeubles pareil comme les autres catégories d'immeubles. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit partout en Amérique du Nord et en Europe. Là. Habituellement, les terres sont taxées sur une valeur qui est déterminée par la productivité de la terre, pas par la valeur marchande, comparativement aux autres catégories d'immeubles. Puis le refus du gouvernement de reconnaître ça jusqu'à tout récemment, ce que ça faisait, c'est que nos comptes de taxes explosaient parce que les valeurs des terres augmentaient beaucoup plus rapidement que toutes les autres catégories d'immeubles. Fait que le fait que dans la nouvelle mouture du programme de crédit de taxe, qui a été adopté avec le projet de loi 48 au printemps, bien, qui est reconnu qu'il y a une valeur plafonnée à cette terre agricole-là, bien, c'est un gain énorme. Moi, je considère ça comme une avancée majeure parce qu'enfin, on vient de se mettre sur on vient d'admettre ce qui est admis à peu près partout ailleurs, comme quoi qu'une terre agricole, c'est pas une usine, c'est pas une maison, c'est pas une industrie, il faut que ça soit taxé autrement. Maintenant, il reste à savoir comment que cette nouvelle mouture-là va être appliquée. Puis on va recevoir les comptes de taxes bientôt, fait que ça va être intéressant de voir ce qui arrive. Et qu'en est-il de la protection des terres agricoles? Comme m'a déjà dit un vieux politicien, c'est plate à dire, mais le Québec moderne des 50 dernières années, il s'est développé au détriment de qui? Au détriment des terres agricoles. Ouais. Même on le voit encore ici récemment à Saint-Jean, à côté de l'usine d'épuration des eaux. Il y a eu un débat. CPTAQ a dit non pour le moment. Mais tu sais, un jour, s'il y a une grosse usine avec 300 jobs payante, puis qu'il y a un investissement de 50 millions, peut-être que le gouvernement va y aller par décret, mais c'est petit morceau par petit morceau, là. Puis on en perd une, puis on en perd deux, puis on en perd trois. On ne peut plus perdre grand-chose sur le territoire, là. Bien, je trouve que vous mettez le doigt sur le bobo. On a une loi sur la protection du territoire agricole depuis 40 ans. Puis c'est une loi qui est essentielle. Malgré ça, en Montérégie, il s'est perdu 25 000 hectares de terre depuis ce temps-là. Puis c'est pas les moins belles terres qui ont été perdues. Là. On parle de la couronne de Montréal, on parle de l'extension d'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu.
Cet été, j'ai vu qu'on avait souligné le 40e anniversaire du Westcliff, du centre d'achat, avec la photo où on voit le centre d'achat puis des terres agricoles à perte de vue. Maintenant, quand on regarde au nord du centre d'achat, on ne voit pas une terre agricole là. C'est des kilomètres avant qu'on en voie une. Fait que c'est tout du territoire agricole qui est perdu puis qui est perdu à jamais. Puis avec le contexte de cette année, avec le contexte de pandémie, où il y a beaucoup de monde qui ont réalisé que la souveraineté alimentaire, c'est pas abstrait, là, c'est vraiment essentiel pour le développement du Québec. Bien, je pense que c'est le temps que le gouvernement suive les aspirations de la population puis du monde agricole, puis dise oui, le territoire agricole, c'est vraiment important. Nous, à l'Union, ce qu'on veut, c'est une nouvelle politique d'aménagement qui va confirmer la compétence de la Commission de la protection du territoire agricole, puis qui va envoyer un message aux élus, aux politiciens, aux élus, de dire, regardez, là, c'est fini. Pensez-y même pas. Le party est fini. Regardez, arrêtez de développer en zone agricole. Pensez votre aménagement du territoire autrement. Bien, Jérémy Letellier, merci beaucoup. Écoutez, bonne chance pour ce mandat qui s'annonce palpitant. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci. Restez avec nous. Au retour, la conclusion. Si vous habitez le territoire de la ville de Chambly, faites attention, à compter de 2021, il va y avoir des changements très, très, très importants aux collecte des ordures, collecte de recyclage. Bref, allez vous renseigner sur le site Internet de la ville. Entre-temps, commentaires ou suggestions, vous pouvez me contacter par courriel Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.